Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir. Je me sens un peu coupable. Hier, j'ai donné une entrevue téléphonique à la radio. Ils m'ont demandé pour faire la promotion de cette conférence. J'imagine que notre hôte était impliqué là-dedans. Et j'ai dit, ils m'ont demandé est-ce qu'il reste de la place. J'ai dit oui, il en reste en masse. Je ne pensais pas qu'on était complet. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui se sont frappés le nez sur la porte. Puis merci d'être là en dépit de la température. En fait, c'est assez simple. Hein? Mon discours va être très simple aujourd'hui parce que je vais vous dire une chose. Si vous voulez vieillir en santé, surtout pour votre cerveau, la dernière chose à faire, c'est de s'asseoir dans un auditorium et écouter des conférences. Il faut se lever puis faire de l'activité physique. Donc, si vous voulez quand même rester pour les 45 prochaines minutes, on va élaborer sur ce sujet-là. Mais en gros, vous avez le message. C'est simple comme ça. Il y a beaucoup de matériel dont je pourrais vous parler. Comme professeur d'université, vous savez, c'est mon rôle d'accumuler des faits et d'en parler beaucoup. Donc, je pourrais vous tenir comme ça pendant des heures. On va essayer de résumer ça. Si vous voulez en savoir plus, je vous le dis tout de suite, on a un site web de laboratoire. D'ailleurs, on devrait avoir des flyers ou des dépliants de laboratoire à la sortie. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble, mais on en aura pour vous si vous voulez participer à nos études ou si vous voulez en savoir plus sur le bien vieillir. Je vous invite à m'interrompre, même s'il y a une période de questions. Si jamais vous êtes perdu là, et vous ne savez pas de quoi je parle, faites-moi signe pour qu'au moins je ne sois pas seul à parler. Vieillir avec un cerveau en santé. Comment on fait ça? Bon, d'abord, vieillir, c'est quoi? Moi, je pense qu'il faut définir un peu qu'est-ce que, démographiquement, on entend par le vieillissement. En général, on parle de 65 ans et plus pour des raisons politiques et administratives. Avoir 65 ans et plus, c'est être une personne âgée. Je me rappelle de ma belle-mère qui était fâchée quand elle a reçu sa carte à 55 ans de retraité, qui disait qu'elle n'était pas une personne âgée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quand je reçois ma carte? Est-ce que c'est quand je prends ma retraite? Est-ce que c'est quand j'ai 65 ans et plus? Je vais vous dire une chose, c'est pas banal comme question dans la recherche scientifique. Parfois, on fait référence aux personnes âgées. C'est écrit « personnes âgées », puis les moyennes d'âge sont 45-50 ans. D'autres fois, ce n'est pas des blagues, je pourrais vous sortir des études là-dessus. D'autres fois, ils ont 80 ans. Bref, c'est un peu comme dire que tous les hommes sont ci et toutes les femmes sont ça. Hein? C'est un peu n'importe quoi de parler du vieillissement sans catégoriser, sans être précis sur ce qu'on dit. Alors, ici, vous avez un infographe qui démontre la distribution des groupes d'âge. Imaginez que le bonhomme qui est là représente l'ensemble de la population canadienne et les groupes d'âge sont définis par les portions de couleur. Vous voyez qu'en 2014, les 65 ans et plus occupaient plutôt à peu près 15 % de la population canadienne sur à peu près 35 millions. Ce qui est important aussi, c'est que seulement 4 % de ces gens-là ont 80 ans et plus. Hein? Donc, le vieillissement en 2014, c'est encore une affaire de 65 ans et plus. Mais ça change drôlement vite. Par exemple, en 2028, je suis allé trop vite, non? 2028, on prédit qu'il y aura plus de 20 % de la population, même presque 25 % de la population qui aura 60 ans et plus. 65 ans, c'est un peu plus de 20 %. Et à 80 ans et plus, c'est plus de 5 %. On est presque à 6 %. Hein? Donc, on commence à avoir beaucoup de gens qui vont atteindre ce qu'on appelle le grand âge. Est-ce que c'est moi? Je sais pas. Et là, 2038, on prédit 44 millions de Canadiens, en espérant que pas trop d'Américains vont venir parce qu'avec Donald Trump, on ne le sait pas trop. Ça se pourrait qu'on soit plus nombreux rapidement. Là, on va être à peu près 8 % de 80 ans et plus. Hein? Si ça va plus vite qu'on pense, il y aura rapidement 10 % de la population qui aura 80 ans et plus. Alors là, on est dans une portion de la population qu'on connaît très peu, qu'on a très peu étudiée, que les médecins voient très peu dans leur clinique, mais qui est en forte augmentation. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'on connaît très peu le vieillissement. Ça ne fait pas longtemps dans l'histoire humaine qu'on vieillit comme ça. Il y a à peine 100 ans, l'espérance de vie était dans la cinquantaine. Et là, maintenant, c'est plus de 80 ans. On gagne 3-4 mois par année. Ça va vite. Ce sont des bonnes nouvelles.
mais ce sont des nouvelles qui apportent avec elles des défis. 2038, c'est pas si loin. Personnellement, j'aimerais bien qu'on comprenne le vieillissement mieux parce que je vais être à la retraite. Donc, ça pourrait nous permettre de mieux planifier, en tout cas, nos vieux jours. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bien sûr que c'est une très, très bonne nouvelle. Le vieillissement s'accélère. Dans le fond, on vieillit plus vite, on vieillit plus vieux. C'est ça que ça veut dire. C'est une bonne nouvelle qui vient avec des conséquences. 9 personnes sur 10, donc de 60 ans et plus, n'ont pas de problèmes cognitifs, mais ont des risques, des facteurs de risque accrus de maladies chroniques, de maladies métaboliques, de diabète de type 2, de fatigabilité. Et souvent, ces maladies chroniques ou ces conditions physiques-là vont être associées à des troubles cognitifs qu'on connaît encore peu parce qu'ils sont très modérés. En haut de 85 ans, vous avez souvent entendu parler de troubles cognitifs plus importants, de démence, mais en fait, c'est 1 personne sur 2 à peu près, à 80-85 ans, qui ont des risques de démence. Donc, il y en a une autre personne dont on s'occupe peu, dont on ne parle pas beaucoup dans les journaux, qui n'a pas la démence, mais qui a des défis, qui vit des défis, qui vit des limitations physiques, peut-être toutes sortes de défis sociaux et médicaux aussi pour son corps, et dont on s'occupe peu parce qu'on connaît peu ces gens-là. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'étude du vieillissement, c'est jeune. Paradoxalement, c'est la branche scientifique la plus jeune. Et il faut qu'on accélère un peu nos connaissances pour bien se préparer. Néanmoins, il y a des choses qu'on sait. Plusieurs informations qui surviennent après des décennies d'études. Décennies, il faut être quand même un peu modeste, ça fait une vingtaine d'années à peu près que le domaine est en explosion, que ce soit dans toutes les branches scientifiques qui vous intéressent. Allez voir en médecine, allez voir en psychologie, en sociologie, en biologie. Vous allez voir que le vieillissement, c'est quelque chose de nouveau. Et parmi les nouveautés, on commence à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau qui avance en âge. Le cerveau, pour bien le comprendre, il ne faut pas que je parle trop longtemps parce que, en fait, il faut que je parle jusqu'à quelle heure, Frédéric? Oh, wow! Wow! As-tu prévu un souper? Pour bien parler du vieillissement cognitif, il faut avoir une idée de ce que c'est le cerveau. Parce que la cognition, vous le savez, c'est pas dans l'estomac, c'est pas dans les reins, c'est dans le cerveau que ça se passe. Le cerveau s'occupe de la mémoire, de l'attention, du langage. Le cerveau est un organe complexe, mais en même temps, c'est un organe. C'est pas de la magie. Ça ne fonctionne pas avec l'air libre comme tel. Ça fonctionne avec l'oxygène l'air qu'on va transformer, qui va devenir de l'oxygène au cerveau. Ça va fonctionner avec le glucose qu'on absorbe. Ça va fonctionner avec d'autres nutriments nécessaires pour son bon fonctionnement. En d'autres mots, si mon corps est en mauvaise santé, il y a de bonnes chances que mon cerveau, éventuellement, en souffre. Et comment il va en souffrir? Bien, ça va dépendre de la gravité de certaines maladies chroniques et ça va dépendre aussi de certaines régions cérébrales qui vont être affectées par ce vieillissement-là. Pour bien comprendre comment fonctionne le cerveau, on n'a pas beaucoup de latitude aujourd'hui, mais on va aller assez rapidement en se disant qu'il est très hétérogène, le cerveau. Les fonctions cognitives qui sont supportées par le cerveau vont être supportées par différentes régions, principalement impliquées dans différentes tâches. Par exemple, souvent on s'entend pour dire que les régions postérieures du cerveau sont relativement préservées par l'âge et vont s'occuper davantage des fonctions de coordination, de perception visuelle, de fonctionnement moteur, par exemple, alors que certaines autres régions du cerveau vont être impliquées davantage par la perception de plus haut niveau, impliquées aussi davantage dans la mémoire, dans le langage, pour les régions temporales. Et le lobe frontaux, que vous connaissez sûrement, dont vous avez sûrement entendu parler, sont pour nous extrêmement importants parce que ce sont des régions qui sont impliqués dans le contrôle de la cognition, dans le contrôle du cerveau. C'est le Google de votre cerveau. C'est lui qui cherche l'information. C'est lui qui contrôle vos émotions. Quand ce n'est pas le temps de parler et que vous êtes fâché et que vous arrivez à vous contrôler, oui, je sais, vous vous dites tout de suite « Ah, je connais quelqu'un qui n'a pas de lobe frontal. » Moi aussi, j'en connais plein. Dans les écoles, il y en a beaucoup. Il y en a aussi parmi les gens qui vieillissent. En fait, le lobe frontaux, c'est les dernières régions à maturer. C'est la maturation des lobes frontaux qui survient très tard dans le développement, surtout chez les garçons, apparemment. Ça peut prendre, quand ça se développe, ça peut prendre
si ça peut prendre jusqu'à 20 ans. Et effectivement, comme c'est beaucoup le cas dans le développement physique, ben c'est aussi les premières régions qui vont régresser, qui vont perdre. Quand on a des maladies métaboliques, par exemple, on pense que ces régions-là sont plus précocement affectées, dû probablement à une mauvaise vascularisation cérébrale. Et donc, ces lobes-là, très importants, vont commencer à perdre de l'efficacité, puis on va voir comment ça se traduit dans le comportement. Ce qu'il faut retenir, par contre, puis je ne veux pas qu'on parte d'ici avec plein de mauvaises nouvelles, il faut retenir des bonnes nouvelles, c'est que le cerveau est extrêmement adaptatif. En fait, il a une incroyable plasticité. Je vous donne des exemples. Ça, c'est des exemples de la littérature scientifique. Ici, vous avez un cerveau qui vous regarde. Hein? Il est sorti de la boîte crânienne, il vous regarde. Il n'y a plus d'yeux, là, mais il vous regarde pareil. Les lobes frontaux, donc, sont devant. Vous voyez en haut ce qu'un jeune ferait dans une tâche de mémoire verbale. On lui fait apprendre des mots, hein, et il doit apprendre les mots par cœur, et après 20 minutes, me redonner les mots. Alors, dans ce cas-ci, pour cette tâche donnée, le cerveau utilise davantage les régions frontales droites. Et quand je regarde des personnes âgées, certaines personnes vont mal réussir cette tâche de mémoire et d'autres personnes vont bien réussir. Très différents, très hétérogènes. Ici, vous avez un exemple de groupe de personnes âgées qui vont bien réussir la tâche. Des bons vieux, hein, appelons-le comme ça. Ils ont les mêmes performances en mémoire que les jeunes. Ça arrive. Ils ont utilisé des stratégies particulières et, comme de fait, effectivement, les lobes frontaux montrent un patron d'activation, des activations différentes des jeunes. Alors, tout se passe comme si, finalement, on recrute des régions différentes pour faire la même tâche que les jeunes. Dans cet exemple-là, ce sont des vraies données scientifiques. Cette nouvelle stratégie a permis aux personnes âgées d'avoir des performances équivalentes. On parle de jeunes dans la vingtaine et de personnes d'une moyenne d'âge de 65 à 70 ans. Donc, quand on dit « Ah, ben moi, à mon âge, la mémoire », moi, j'ai envie de dire « Ben non, ce n'est pas tout le temps une question d'âge. » Oui, parfois. Oui, la mémoire, parfois, elle est moins agile, moins rapide. On sent un ralentissement, mais il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour permettre la mémorisation d'informations et, dans certains cas, atteindre une performance qui va s'approcher de celle des jeunes. Donc, on pourrait donner raison à Satchel Paige qui dit que l'âge, c'est une question it's a question of mind over matter. Hein? If you don't mind, it doesn't matter. Donc, évidemment, c'est une façon humoristique de résumer la situation, mais ce qu'on veut retenir, c'est que l'âge chronologique, le vieillissement chronologique, n'est pas en soi une explication des troubles cognitifs. Ce sont les maladies associées à l'âge qui vont avoir un impact sur la cognition. Pour le reste de la présentation, parce que je vais vous présenter des façons de stimuler son cerveau. Je vais vous présenter comment on peut faire pour stimuler au maximum son cerveau. Mais pour le reste de la présentation, gardons en tête une phrase, une idée. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme activité si vous ne connaissiez pas votre âge? Oubliez votre âge. Pensez à vos capacités physiques, à vos capacités mentales, à votre capacité générale, vos ressources. Appelons ça comme ça. C'est vague, mais vous me suivez. Et j'oublie que j'ai tel âge. Ça pourrait marcher chez les jeunes aussi. On pourrait dire qu'un enfant se comporte comme un enfant parce que je le traite comme un enfant. Et si on oublie son âge, il peut faire des choses exceptionnelles. Vous avez sûrement vu des gens à différents âges de vie qui font des choses un peu anormales pour leur âge. Gardons en tête, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous seriez capable de faire si vous ne connaissiez pas votre âge? On y reviendra. Il y a des gens qui ont utilisé ce dogme-là, qui ont vraiment poussé les limites de leurs compétences, probablement sans se soucier de leur âge. On pense au prix Nobel de littérature Doris Lessing, par exemple, ou Alice Munro, la Canadienne. Donc, des femmes qui ont écrit des chefs-d'œuvre très tard dans leur vie. 82 ans pour Alice Munro. 94 ans quand elle est décédée, Doris Lessing. Donc, des gens qui réalisent des faits exceptionnels à un âge très avancé. Donc, vous comprendrez que quand on dit que l'âge en soi est un facteur qui fait décliner les performances cognitives, bien, ce n'est pas pour tout le monde. La même chose s'observe pour le corps. Il y a des gens qui offrent des performances exceptionnelles en vieillissant. Pensons à Ed Whitlock, hein, qui, à 85 ans, a encore battu un record en diminuant de 30 minutes le record pour un marathon. Oublions le temps, là, il a quand même couru un marathon. Hein? Il n'a pas marché. Puis même s'il l'avait marché, on serait fiers de lui. Donc,
l'âge comme tel. Et là, vous me dites, oui, ben, c'est spécial. Ben oui, mais il y en a d'autres, des spéciaux. Robert Marchand, un cycliste, 104 ans. Miyazaki, 105 ans, qui a commencé à courir à 90 ans. Alice Cole, 82 ans, qui a commencé à 70 ans. Vous connaissez Alice Cole? C'est une Québécoise. Elle a un site Facebook. Elle est sur Facebook, elle a une page. Puis elle passe souvent à la télé. Si vous voulez savoir ce qu'elle peut faire, vous allez même la voir courir. C'est assez exceptionnel. On ne parle pas d'athlètes. On parle de gens qui ont commencé très tard à changer leur mode de vie. Bien, maintenant, oui, c'est des athlètes. Mais à l'époque, à 60 ans, Alice n'était pas une athlète. Donc, le vieillissement du cerveau, c'est un processus qui est extrêmement hétérogène. Le vieillissement du corps est un processus extrêmement hétérogène. Et il est hétérogène de nombreuses façons. Et on peut agir sur cette hétérogénéité-là. S'il est hétérogène, c'est parce qu'il ne vieillit pas tout le temps d'une façon prescrite, exactement la même pour toutes les personnes. Et le but de nos recherches, c'est de comprendre cette complexité-là, comprendre cette hétérogénéité-là, pour découvrir les règles du bon et moins bon fonctionnement du cerveau. J'ai fini, hein? On pourrait arrêter là. Moi, je continue à parler, mais vous avez compris le message. Quand je dis qu'il est hétérogène, c'est compliqué un peu comme graphique, mais vous voyez ici, vitesse de traitement de l'information. Je m'excuse, c'est en anglais, là, mais traitement de l'information. L'attention, les fonctions exécutives, les capacités de contrôler l'information dans mon cerveau. Les fameux lobes frontaux, là, ils s'occupent de ça, les fonctions exécutives. Comme ça le dit, ils exécutent, ils prennent des décisions, ils interrompent des décisions. Hein. Le meilleur exemple, c'est quand vous conduisez votre voiture, vous arrêtez à une lumière rouge normalement. Ben moi, en tout cas, j'arrête à une lumière rouge. La lumière tourne au vert. On accélère. Il y a quelqu'un qui traverse la rue. Ça n'arrive jamais à Montréal, mais mettons. Hein? Bien là, vos lobes frontaux, votre cerveau, en fait, il n'y a pas besoin des lobes frontaux pour arrêter à la lumière rouge. Ça fait 40 ans que vous conduisez. Il n'y a pas besoin de votre cerveau pour partir à la lumière verte. C'est des réflexes. Ça se fait tout seul. C'est détecté automatiquement. Mais si une personne traverse la rue à la lumière verte, là, il faut prendre la décision d'arrêter. En principe. OK? Bon. Bien, ça, c'est vos lobes frontaux qui vont prendre cette décision-là, qui vont analyser la situation, qui vont dire « Oups, la séquence d'action que je suis habitué de faire, elle n'est pas bonne, je dois l'interrompre. » Ça se passe en millisecondes, hein, c'est très rapide. Et si vous avez une atteinte dans ces régions du cerveau, vous risquez d'être moins bon pour faire cette tâche. Il y a d'autres fonctions, comme le langage et le raisonnement, qui vont décliner très peu avec l'âge, voire même, dans certaines études, montrent une amélioration. Langage, raisonnement, chez certaines personnes qui ont la chance de vieillir en santé, qui continuent à s'instruire, vont montrer une amélioration de ces fonctions cognitives. Ce n'est pas rien parce que ça peut être utilisé dans toutes sortes de tâches pour compenser le déclin cognitif. La mémorisation, par exemple. On voit beaucoup chez les personnes âgées des stratégies basées sur le langage ou la mémorisation, ou l'imagination, la création d'images visuelles qui ont un lien sémantique ou d'appartenance avec le matériel que je veux apprendre, parce que mes connaissances générales sont plus importantes et je peux les utiliser davantage. Les techniques de mémorisation peuvent changer d'une personne à l'autre et peuvent se modifier avec l'âge. Bon, évidemment, le graphique, ce qu'il montre, c'est un déclin quand même. Hein? Globalement, elles sont hétérogènes, les fonctions cognitives, dues à ces régions différentes qui sont touchées différemment par le vieillissement. Et si vous vivez de... Là, j'essaie de trouver mon curseur, c'est ça. Si vous vivez donc de 0 à 100 ans, il y a quand même un déclin global, sauf pour certaines fonctions qui vont se maintenir. Mais il y a aussi une différence interindividuelle, donc une hétérogénéité entre les personnes. Il y a des gens qui ont plus de maladies chroniques, qui vont souffrir davantage et leur cerveau va souffrir davantage. Par exemple, si on a des maladies métaboliques, des maladies cardiaques, si on souffre de fragilité, il y a plus de chances, ça ne veut pas dire que c'est automatique, mais il y a plus de chances qu'on ait des difficultés cognitives. Et de la même façon, si on se garde actif, la courbe sera tirée vers le haut, donc en restant actif physiquement et cognitivement. Ce déclin cognitif va être un peu moins abrupt, voire même, dans certaines études, pourrait remonter. Si la personne est très sédentaire et se met à faire du sport de façon régulière, il va avoir une augmentation des fonctions cognitives. Bref, il faut garder l'équilibre entre un déclin cognitif, un déclin physique, l'interaction entre ces deux types de déclin, parce que si mon cerveau, qui est la boîte de commande, ne va pas bien, ben mes
mes activités vont être réduites, et si je suis physiquement diminué, ben, j'ai moins de stimulation aussi au niveau cérébral. Mais en le poussant vers les bonnes façons, puis en stimulant le cerveau de bonne façon, on peut essayer de maintenir cet équilibre entre un certain déclin et une certaine compensation du déclin par des stratégies ou par des modes de vie actifs. Les modes de vie qui nous intéressent comme chercheurs, et il pourrait en avoir d'autres. On ne prétend pas qu'on les a toutes identifiées, les approches encore pour maintenir le fonctionnement cognitif, mais les modes de vie qui nous intéressent, les approches sont les suivantes. La stimulation cognitive, les brain games, vous avez déjà entendu parler de ça, les brain games, les jeux sur informatique, sur iPad pour stimuler le cerveau, les activités physiques, que ce soit le yoga, le pilates, la course, le jogging ou la marche, OK? Les interactions sociales, on sait de plus en plus. Puis moi, je vais élaborer un peu plus sur les deux premières, mais de façon un peu moins... on va approfondir moins aujourd'hui, mais de façon un peu moins soutenue dans la littérature, mais quand même, c'est émergent. On sait que les interactions sociales maintenues pendant longtemps vont avoir un impact positif sur le fonctionnement cognitif. Et la qualité des interactions sociales, plus que la quantité, importe. OK? C'est drôle parce que j'ai la chance d'être père de famille. Comme plusieurs d'entre vous avaient été parents, puis ce que je suis en train de vous dire là, c'est vrai dans tous les âges de la vie. Hein, vous le savez, si vous avez eu des enfants, on s'inquiète quand ils n'ont pas d'amis, quand il y a un mauvais ami, quand ils n'aiment pas leur ami, quand ils perdent leur premier chum, etc., etc. Donc, c'est drôle de vous rapporter ça ici dans une conférence sur le vieillissement parce que c'est une règle, finalement, qui est une règle à vie. La qualité de mon réseau social va avoir un effet bénéfique sur ma santé. Bon, là, je vous imagine déjà en train de vous dire, lui, je ne veux plus le voir. Lui, je ne veux plus le voir. Mais non. Mais en tout cas. L'alimentation aussi, c'est un facteur important. L'alimentation, la qualité de l'alimentation. Et présentement, au moment où on se parle, je ne suis pas nutritionniste, ce n'est pas mon expertise, mais le mot d'ordre, c'est l'alimentation la plus complète et la plus bénéfique pour le cerveau. Donc, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de pilule miracle ou de fruits ou de légumes miracles pour le vieillissement cérébral. L'alimentation la plus complète et la plus recommandée présentement. Allons-y avec les deux. Donc, comme je disais, moi, je vais m'attarder davantage sur ces deux fonctions-là. Là, je vois l'heure passer, il va falloir que... Non, ça devrait aller. On va accélérer un petit peu. Mais la première, donc, façon de garder le cerveau en santé, c'est de le stimuler constamment par des tâches de plus en plus complexes, du moment qu'elles sont agréables. Pourquoi je dis ça? Le caractère agréable n'a pas été démontré scientifiquement comme étant important, sauf que quand ce n'est pas agréable, on ne le fait pas. Donc, c'est là la fin de la démonstration. Si c'est agréable, on le fait. Si on le fait, c'est bon. Mais il faut quand même que ça soit stimulant. Donc, c'est pour ça que je montre des images ici de scolarité, par exemple. Les gens qui sont allés à l'école longtemps ou même qui vont continuer à s'instruire de façon soutenue en vieillissant ou à jouer à des stimulations, des jeux de stimulation, vont montrer des aptitudes cognitives maintenues. Finalement, il faut entraîner ce qu'on veut garder. Et les retombées sont importantes parce que ça fait en sorte qu'on maintient nos activités de la vie quotidienne de façon plus importante. Quand on stimule le cerveau, en fait, on maintient nos activités, que ce soit cuisiner, faire nos finances, conduire notre auto, mais on maintient aussi une meilleure capacité de contrôle moteur, donc une meilleure capacité de marcher, d'éviter les chutes, de se déplacer dans l'environnement. Ça, c'est une erreur, ça ne devrait pas revenir. Donc, pour vous donner quelques substances scientifiques, dans la littérature, vous allez voir souvent, que ce soit dans les journaux ou dans, je ne sais pas moi, des revues comme le Times ou d'autres revues, on va dire, sérieuses, vous allez voir beaucoup d'études qu'on appelle longitudinales. Ça, c'est des études où on prend une personne de 30-40 ans, puis on la suit jusqu'à 50-60. Il y en a partout dans le monde des études comme ça. Il y en a au Canada, il y en a en Allemagne, au Japon, un peu partout. Dès qu'un pays a un peu les moyens, il fait des études longitudinales et on va suivre les mêmes cohortes. On les appelle des cohortes, des groupes de personnes. Ce qu'on a découvert, c'est que les gens qui restent actifs mentalement, qui jouent à des jeux stimulants, qui lisent, on est même allé jusqu'à vérifier la qualité du matériel qu'ils lisaient. Donc, on ne rentre pas là-dedans parce que c'est politiquement pas correct, là, mais les journaux que vous lisez, les revues que vous lisez,
Hein? Ceux dans le stand à l'épicerie là, sont moins stimulants. J'avais dit que j'en parlerais pas, mais en tout cas, j'en ai parlé. Et ce qu'on fait, donc, on suit ces gens-là pendant des décennies. Dans les plus grandes études, des fois, c'est jusqu'à 30 ans. Des fois, c'est seulement 6-7 ans. Mais même si on les suit seulement 6 ans, je vous montre des données scientifiques d'une vraie étude, en fait, de Wilson aux États-Unis. Quand on fait ça, on prend notre groupe, on le divise selon qui sont dans les 10 % les moins actifs mentalement ou les 10 % les plus actifs mentalement. OK? Et ici, c'est une étude qui a été faite avec des prêtres et des sœurs aux États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler des nun studies, des études avec les sœurs dans les couvents américains. Ça, c'est génial pour un chercheur. Hein? Ils s'habillent pareil, ils mangent pareil, ils croient la même chose, ils se parlent entre eux. Écoute, c'est fascinant, c'est comme un laboratoire. En tout cas, chacun son travail. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que même chez ces gens très similaires, il y a des différences, évidemment. Il y en a qui lisent plus, il y en a qui lisent moins, il y en a qui jouent à des jeux plus structurés, d'autres qui sont plus sédentaires. Et on a remarqué que les plus actifs mentalement montrent, ici le graphique, ce qu'il représente, c'est un pourcentage de déclin cognitif avec les années, sur une période de seulement 5-6 ans. Donc, vous voyez, les plus actifs déclinent moins dans l'ensemble des fonctions cognitives. C'est pas rien, là. Évidemment, physiquement aussi, là, j'ai parlé de stimulation mentale, mais la stimulation physique aura un impact direct. Comme on a dit tout à l'heure, le cerveau doit s'alimenter, doit respirer, doit avoir une bonne fonction vasculaire pour circuler tous les nutriments, véhiculer tous les nutriments et le glucose un peu partout dans le cerveau. Et donc, une meilleure santé physique va permettre de réduire, là, le graphique représente ici le pourcentage de risque de démence à 85 ans et plus, qui est d'à peu près 50 %, et la réduction de ce pourcentage-là, qui va être d'à peu près 30 à 35 % dans les meilleures études, jusqu'à 38 dans une étude, mais ça, c'est une étude. En recherche, on ne croit jamais une étude. Si vous connaissez des chercheurs ou si vous avez un gendre ou un petit-fils qui est chercheur, là, c'est pour ça qu'ils sont sceptiques. On ne croit jamais à une étude seule. On veut des études, on veut reproduire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Dans l'ensemble, si on est prudent, entre 30 à 38 % de réduction de risque de démence avec l'activité physique. Vous ne trouverez aujourd'hui aucun médicament qui va avoir autant de promesses. C'est la meilleure nouvelle des 10-15 dernières années, en fait. Là, je vais passer rapidement. Ah, ben peut-être pas. Tiens, ça, c'est intéressant. Ça, c'est une étude qu'on a fait, nous, au laboratoire. En fait, on a fait cette étude-là. Est-ce qu'il y en a? Vous connaissez le Centre Claude Robillard? On est allé évaluer les gens qui s'entraînaient à l'APADOR. Ça s'appelle le groupe 50+ maintenant, au Centre Claude Robillard. Et il y avait 1000 personnes, 1200 personnes âgées, dont certaines nouvelles personnes qui arrivaient au mois de septembre, et ils nous ont ouvert leurs portes. On est allé évaluer leurs fonctions cognitives avec des tâches. Évidemment, quand on fait ça, il faut des tâches un petit peu sensibles. Hein? On fait des tâches un peu abstraites. On invente des jeux. Ça ressemble à des jeux, mais ce n'est pas des jeux le fun. Fait que ce n'est pas vraiment des jeux. Mais c'est des façons de stimuler votre prise de décision. Par exemple, ici, on a simulé la capacité d'arrêter ou de partir, d'appuyer sur une touche le plus rapidement possible quand il y a un signal. Quand je vous ai parlé d'arrêter à la lumière rouge, de repartir à la lumière verte, bien, c'est un peu cette capacité-là qu'on gère. On simule cette situation-là pour voir quelle est votre rapidité en millisecondes pour partir à la lumière verte. Hein? Et ce qu'on observe, en fait, c'est que si on regarde les gens dans la soixantaine, qu'on compare aux gens un peu plus vieux, donc par décennie, 70 à 79 ans, on regarde leur capacité de faire la tâche en fonction de la difficulté, selon que la durée est plus longue. Quand la durée est plus longue, on attend, c'est plus difficile, notre cerveau travaille plus. Les gens normaux, sédentaires, vont montrer un ralentissement. Voyez-vous? Donc, de 60 à 70 ans, plus la tâche est difficile, plus je ralentis. Par contre, la barre pleine ici, ce sont les gens qui sont en bonne santé physique et qui font du sport 3 fois par semaine. Les plus fit, si vous me permettez l'expression, les plus en forme, on les a évalués sur le plan physique et on a montré que dans une tâche mentale comme ça, ils n'avaient pas d'effet d'âge. Donc, il y a une compensation. Si vous allez me dire c'est très précis, c'est la rapidité, c'est la capacité de prendre une décision rapide. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le quotient intellectuel ou la mémoire. Mais dans cette tâche mentale, capacité de prendre une décision et la bonne décision au bon moment,
je n'ai pas d'effet d'âge quand la personne est en bonne santé physique. Ce qu'on appelle une compensation des effets d'âge. C'est pas rien, là. Donc, là, vous pourriez me dire, oui, mais ils sont en forme. Étaient-ils en forme avant? Est-ce qu'ils ont toujours été plus en forme? Est-ce que c'est vrai à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans? Est-ce que je peux changer la donne? La poule et l'œuf, c'est important en science. Hein? Ils étaient en forme, ils restent en forme. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'une personne qui n'est pas en forme physiquement, qui se met à faire du sport maintenant, peut changer ses chances ou diminuer ses chances d'avoir des troubles cognitifs? Si je pose la question, c'est parce que j'ai une bonne réponse. Donc, je peux le faire. Je peux, quand je me mets à pratiquer des nouvelles activités stimulantes pour le cerveau, oui, je peux améliorer mes fonctions cognitives. Souvent, quand on parle de jeux de stimulation, que ce soit la mémoire, l'attention, la vitesse, c'est spécifique. Ce que vous pratiquez va s'améliorer. On a beaucoup de misère à montrer des grands effets qu'on appelle, nous, le transfert. C'est-à-dire que si je vous fais jouer un jeu vidéo sur votre iPad, bien, ça ne veut pas dire que vous allez être meilleur pour conduire votre auto demain matin. Si vous voulez rester bon, il faut simuler la conduite automobile. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il faut entraîner mentalement ce qu'on veut garder. En anglais, on dit « use it or lose it ». Hein? En français, on pourrait dire « utilise-le ou perds-le », mais je ne sais pas, je trouve que c'est moins punché un petit peu. Parce que le cerveau s'adapte. Retenez ça. Il s'adapte à ce qu'on lui demande de faire. Il va trouver une solution pour le faire. Des fois, ça prend un peu d'aide. Des fois, ça prend un peu de coaching. Des fois, ça prend trouver une nouvelle stratégie. Mais en général, il va essayer de trouver la solution pour faire la tâche qu'on lui demande de faire. Il n'y a pas seulement une façon de le faire. Il y a plusieurs façons d'arriver à notre objectif. C'est pareil aussi pour l'activité physique. Si quelqu'un n'a jamais fait de sport de sa vie, il se met à s'entraîner physiquement, après seulement 3 mois, on commence à avoir des effets bénéfiques sur les fonctions cognitives. Je vais vous montrer un exemple. Je vais passer rapidement. Ça, c'est juste pour être drôle un peu, mais c'est pour vous montrer qu'on connaît peu encore les règles de fonctionnement du cerveau en ce qui a trait à son adaptabilité à l'exercice physique. On ne sait pas encore combien de temps. Est-ce qu'il faut s'entraîner minimalement 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an? Il y a des études qui vont vous dire que pour qu'il y ait un effet de protection sur le cerveau, il faut faire au moins 6 mois. Nous, on a observé qu'après seulement 3 mois, il y a un effet bénéfique sur la fonction cognitive. Chez des gens très sédentaires, par contre, des gens qui avaient fait très peu d'activité physique auparavant. On ne sait pas s'il y a une limite d'âge ou une limite de condition physique. Vous pourriez me dire, oui, mais moi, je marche avec une canne, est-ce que je peux me permettre de penser, faire de l'activité physique de façon soutenue? La réponse rapide, c'est oui, vous allez voir. En fait, nous, on a entraîné des gens dans une étude qu'on a fait de quelques années ici à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, dans les laboratoires, dans le gym. On l'appelle de façon très, très familiale le gym. C'est un laboratoire qui ressemble à un gym régulier, mais qui est dédié à la recherche auprès des personnes âgées. Et on a entraîné des personnes âgées, fragiles ou non fragiles. Vous savez, une personne fragile, c'est quelqu'un qui montre une grande fatigabilité, qui va avoir souvent une moins bonne capacité de se remettre d'une maladie, par exemple. C'est un syndrome gériatrique qui est complexe. Mais sans rentrer dans le détail, quand un médecin va évaluer les personnes qu'il voit, il est capable de dire, bon, bien, cette personne-là est en forme pour son âge, l'autre, elle est plutôt fragile et sa santé est en train de décliner rapidement. Et donc, on a entraîné les 2 types de personnes. Puis vous voyez assez rapidement, c'est très facile à voir, hein, cette personne-là ici, c'est évident qu'elle est moins en forme que l'autre. Hein? Et le fait de les entraîner ensemble a probablement stimulé un petit peu aussi l'aspect social, mais on n'a pas fait de discrimination dans les groupes quand on les a entraînés. Et ce qu'on a observé, là, je vais passer très rapidement parce que c'est une étude qui a été faite, parce que le temps passe, puis c'est une étude qui a été faite par Francis Langlois, qui est un étudiant du laboratoire, qui est maintenant neuropsychologue à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ça date un peu parce que, vous voyez, on l'avait appelé l'étude Piaf. Donc, ça me permet de le situer dans le temps. Vous souvenez-vous quand Édith Piaf, le film d'Édith Piaf est sorti? Souvenez-vous de l'année? Moi non plus. En tout cas, c'est dans ce temps-là qu'on a fait l'étude parce que c'est un programme d'intervention pour les aînés fragiles. Donc, Francis a eu la bonne idée de l'appeler le projet Piaf, inspiré par le film sur la vie d'Édith Piaf. Et donc,
3 mois d'exercice. Des exercices combinés qui avaient des aspects de contrôle moteur, d'équilibre, un peu de force musculaire aussi, mais essentiellement du vélo et éventuellement du tapis pour certaines personnes qui pouvaient se le permettre. Et on augmente le volume d'entraînement aérobie, la marche ou le vélo, de façon à améliorer la santé cardio-respiratoire des individus. Je passe rapidement, je m'en vais direct à la cognition. Vous voyez ce qu'on a fait. Ça, c'est des vraies données scientifiques publiées. Un groupe contrôle, 3 mois en attente, on les teste, on leur demande de revenir 3 mois plus tard, et un groupe qui fait le programme d'exercice. Vous voyez, on a amélioré plusieurs fonctions cognitives. En bleu, vous avez le niveau d'amélioration après 3 mois de ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est votre capacité à manipuler l'information. Je vous donne un numéro de téléphone. Le meilleur exemple, c'est quand on commande de la nourriture, vous prenez le numéro de téléphone, vous regardez, OK, je vais appeler pour faire venir de la bouffe, vous demandez à vos amis, vos invités, qu'est-ce que tu veux manger? Les gens vous parlent, vous essayez de composer le numéro, vous l'avez oublié. Hein? Parce qu'on le gardait en mémoire de travail. Pourquoi on le garde en mémoire de travail? Parce que ça ne sert à rien de retenir par cœur le numéro de téléphone du restaurant du coin. Si vous avez un numéro important à apprendre, vous allez le mettre en mémoire à long terme. Mais si vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, vous allez le maintenir actif le temps de le signaler. Hein? Et donc, ce maintien actif temporaire de l'information et cette capacité de gérer l'interférence autour de moi, c'est la mémoire de travail. La mémoire épisodique, c'est la mémoire de l'information à long terme et qui s'est améliorée, mais moins un peu. Et ici, la vitesse de traitement de l'information ou encore les fameuses fonctions exécutives. Votre capacité d'agir, de faire la bonne action au bon moment, de ne pas traverser à la lumière verte quand il y a un piéton qui passe, de ne pas dire des bêtises quand ce n'est pas le temps d'en dire, etc. Je vous l'ai dit, ça se développe tard chez certaines personnes. Bref, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais vous voyez que 3 mois d'exercice physique ont montré une adaptabilité, vraiment, c'est-à-dire que les gens ont montré une meilleure performance dans ces tâches-là. Ce sont des tâches difficiles et qui servent à détecter des troubles cognitifs tôt dans la vie des personnes. Bon, comment ça fonctionne, l'exercice physique? Pourquoi ça améliore le cerveau? Je ne veux pas rentrer dans le détail, on le connaît peu, très peu, les mécanismes d'action. Beaucoup d'études publiées à ce jour sont inspirées des modèles qu'on appelle les modèles animaux en recherche. C'est-à-dire qu'on va entraîner des rats de laboratoire, littéralement, là, et on va étudier leur cerveau. Le transfert de ces connaissances-là chez l'humain, évidemment, prend plus de temps. On n'a pas encore le droit de prendre un cerveau après que la personne s'est entraînée 3 mois. Mais on peut penser à des hypothèses qui vont dans le bon sens commun, c'est-à-dire que vous savez qu'en faisant de l'exercice physique, vous allez améliorer votre sommeil. Hein, la plupart des gens, un effet en tout cas qu'on nous rapporte souvent, c'est « je dors mieux depuis que je m'entraîne ». Bon. Vous allez probablement montrer une réduction de stress aussi. Plusieurs personnes vont montrer, après un certain nombre de mois d'entraînement, une réduction du stress généralement. Ils rapportent comme ça. Ils nous disent « je me sens plus calme maintenant que je fais de l'exercice ». Ces facteurs-là, le sommeil, le stress, ont un impact direct sur la fonction cognitive. Donc, ça pourrait expliquer une partie de nos améliorations. Mais on sait, grâce aux modèles animaux, dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a aussi des phénomènes moléculaires, supramoléculaires et moléculaires, donc des molécules qui sont stimulées, dont la production est stimulée dans votre corps, qui ont un impact sur la production de nouvelles connexions entre les neurones du cerveau, qui ont un impact sur la vascularisation du cerveau. Donc, le sang circule mieux dans certaines régions et le cerveau semble on aurait envie de dire, se reconnecter d'une certaine façon. Okay? Ça, ce sont les études animales qui suggèrent ça. Encore une fois, avant de faire le pont chez l'humain, il va falloir attendre encore un peu, mais il y a des études de neuroimagerie. Vous connaissez les fameuses études de neuroimagerie. Quand on voit un beau cerveau en couleur dans le journal, ça vient d'une étude de neuroimagerie qui montre de l'activation, de la reconnectivité aussi entre les régions cérébrales après l'exercice physique, après une programmation assez soutenue de 3-6 mois d'exercice va montrer des améliorations évidentes au niveau des fonctions neurocognitives. Donc, est-ce que le sport, c'est dangereux pour les personnes âgées? Après ce que je viens de vous dire, je pense que non. Je pense que c'est plutôt l'inverse.
le sport, c'est pas dangereux pour les personnes âgées. Et en fait, si vous n'avez pas le temps de faire du sport, aujourd'hui, il faudra trouver, tôt ou tard, le temps d'être malade. C'est pas moi qui le dis, mais c'est une image à retenir, une image à garder en tête. Peu importe le niveau de condition physique, tantôt je parlais de personnes âgées fragiles. Une personne âgée fragile ne se déplace pas à Montréal dans la neige de façon autonome, sans risque. Donc, si même une personne fragile peut bénéficier après seulement 3 mois d'exercice, évidemment, on parle d'exercice adapté à ses besoins et à ses capacités, et sur le plan cognitif, bien, vous pouvez imaginer qu'à peu près tout le monde ici, et même tous vos amis qui ne sont pas venus aujourd'hui, vont bénéficier de l'exercice physique et leur cerveau va en montrer des effets positifs. C'est pas banal parce que là, on se dit, vous allez sortir d'ici, vous allez dire, ah, c'est vrai, il faut faire d'exercice, on le savait, tout le monde nous en avait parlé, il y a juste ajouté la composante cerveau. Mais en fait, le défi, c'est qu'on fait très peu d'activité physique. Le graphique devant vous montre le niveau de sédentarité des individus. Hein? Ça, c'est Statistique Canada. En rouge, vous avez la quantité d'heures éveillées par jour où on est sédentaire. Quand on a moins de 40 ans, quand on a plus de 40 ans ou quand on a plus de 60 ans. Donc, on parle d'à peu près 9 heures, à peu près 9h45, à peu près 10 heures de sédentarité après 60 ans. En jaune, vous avez la période d'activité légère. 4 heures, 4 heures, 3 heures. En vert, vous avez la durée d'activité modérée. 1, c'est un tout petit cercle. 2, il diminue avec l'âge. 3, c'est cette intensité-là qu'il faut atteindre pour avoir un impact positif sur le cerveau. C'est pas drôle, hein? Là, je vous ai déprimé correct. Là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça fait 45 minutes que je vous parle d'une pilule miracle pour améliorer les fonctions cognitives. Puis ce que je suis en train de vous dire, c'est que personne ne la prend, ou très peu. C'est pas facile. C'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour mes enfants qui vont à l'école et qui ont des devoirs à faire à chaque soir. C'est pas facile pour personne. Et le système ne nous aide pas beaucoup. On ne se partira pas là-dessus, là, mais quand les enfants arrivent de l'école avec 2 heures de devoirs ou que notre travail augmente d'une année à l'autre, c'est pas facile de garder du temps dédié à l'exercice. Sauf que si on ne le fait pas, ben, on voit qu'on passe à côté d'une occasion ratée. Ça dit la même chose. Donc, le futur, où on s'en va avec ça? Comme chercheur, mais vous, comme personne qui pourrait bénéficier de l'exercice, quel sera notre défi? Bien, je viens de le mentionner, en fait. Le défi, c'est d'activer nos vies un petit peu, de s'activer, de faire de l'activité physique sur une base régulière, que ce soit la marche rapide, que ce soit le vélo, que ce soit toute forme d'activité qui peut avoir un impact. Je n'ai pas présenté une étude extrêmement intéressante qui a été publiée l'été dernier par un jeune chercheur qui était anciennement à Montréal, qui est maintenant à Ottawa, Jason Steffner, qui a publié une étude avec des données américaines qui montrait que certaines régions du cerveau vont se maintenir en vieillissant en montrant une meilleure densité des neurones, une meilleure densité du cerveau, en fonction de l'utilisation des paliers de marche dans la journée. Flights of Stairs en anglais dans l'article, si vous allez voir l'article original. Donc, au lieu de prendre l'ascenseur, les gens qui prennent les marches de façon régulière montrent de meilleure préservation avec l'âge de certaines régions du cerveau. C'est pas banal, hein? Pensez-y la prochaine fois que vous voyez un ascenseur. Donc, dans la vie de tous les jours, comment on peut faire en sorte d'activer notre style de vie? J'appelle ça comme ça, en fait, c'est de mettre de l'activité physique dans notre style de vie, mettre de l'activité cognitive dans notre style de vie. En fait, je vais vous donner une image à retenir. Imaginez-vous que votre réserve cérébrale, c'est comme votre fonds de pension. Hein? Quand vous avez travaillé, il y a des gens qui vous ont dit, ou quand vous êtes peut-être même votre conseiller financier ou votre patron vous a dit, ben voici la portion que je mets de côté pour ta retraite, ou vous avez acheté des REER. Vous avez planifié votre réserve financière pour le futur. Et une fois qu'on tombe à la retraite, il faut la garder active, sa réserve. Il faut bien penser ses placements.
Mais c'est un peu la même chose à faire avec son cerveau. C'est votre réserve cérébrale que vous avez construite pendant toutes les années de votre vie, mais qui mérite encore d'être prise en charge. C'est probablement votre réserve la plus précieuse. Et ce qu'on voit en recherche, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est qu'il y a des méthodes pour la faire fructifier. Ça ne veut pas dire que votre cerveau ne déclinera pas et que votre mémoire ne déclinera pas avec le temps, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs méthodes pour retarder ou pour améliorer ces fonctions-là, pour préserver la réserve cérébrale. Et donc, de changer la perspective et de voir le vieillissement comme une étape de développement psychologique, plutôt que de le voir comme une dégradation inéluctable. Et pour le faire, cette façon de placer vos réserves cérébrales peuvent être nombreuses, mais il y a des règles cet après-midi qu'on a identifiées. Par exemple, les activités physiques importantes, les activités cognitives, les activités sociales. Donc, prévoir des activités parfois individuelles, parfois en groupe, pour en avoir davantage. Pourquoi individuelles? Parce qu'elles sont plus faciles à mettre en place. Si vous attendez toujours vos 12 amis avant d'aller marcher, ça ne fonctionnera jamais. Mais si vous marchez toujours tout seul, ça se peut que vous arrêtiez après 3 mois. Hein? Donc, un équilibre. Certaines activités qui demandent plus ou moins d'énergie, ça, c'est pas banal. Vous connaissez tout le monde ici, je suis certain, quelqu'un qui s'est mis à faire du sport. Là, ça va être Noël bientôt. Là. On va tous manger, puis en janvier, on va dire « Oh boy, faut que je me remette à faire du sport. » Là, je ne suis pas un spécialiste là, de l'activité physique. C'est-à-dire, je ne suis pas un entraîneur, je ne dirige pas une énergie cardio, mais demandez à un entraîneur combien de temps ça dure, la bonne résolution de l'année, voir. Ils vont vous dire 1 mois, 2 mois, peut-être. Il y a plein de raisons pour ça. Il y a aussi une raison d'intensité. Hein? Des fois, on s'y remet un peu trop intense. Puis là, ça ne marche plus, le travail a repris, ou j'ai trop d'activités, j'ai des voyages. Donc, varier les niveaux d'intensité. Certaines activités plus quotidiennes, plus faciles. La marche, par exemple, pour aller à un endroit, c'est facile à intégrer. Aller au gym, ça demande plus d'énergie, puis avoir les deux, ça nous donne des alternatives. Donc, des niveaux d'effort, plus ou moins de mobilité aussi. Si j'ai toujours besoin de prendre l'auto puis de rouler 30 minutes, je le fais moins souvent que si ça se fait à côté de chez moi. Donc, la variabilité, c'est pour ça que j'aime utiliser l'analogie du placement financier, c'est que si vous utilisez cette stratégie-là, vous diversifiez vos placements. Plus mon portefeuille est diversifié, plus j'ai de chances de faire fructifier ma réserve. Il y a un livre intéressant. En fait, l'analogie est inspirée du livre de Gene D. Cohen, qui est décédé en 2009, qui est le fondateur d'un organisme de recherche aux États-Unis sur le vieillissement, et qui avait amené cette idée de préserver sa réserve cérébrale. Et il propose même de se faire un portfolio social, de prendre le temps de s'en faire un. Ici, ce que vous avez, c'est le concept dont je viens de parler. À gauche, activité de groupe, à droite, activité individuelle. En haut, plus de mobilité. En bas, c'est-à-dire en haut, plus de mobilité et d'énergie. En bas, moins de mobilité et moins d'énergie. Et là, vous remplissez les cases comme vous voulez. Donc ça, c'est des exemples inspirés de livres sur le vieillissement que je suis allé publier. Entre autres, par exemple, il y avait une dame d'une centaine d'années qui avait publié son livre de recettes, qui avait montré un peu ses stratégies à elle, etc., etc. Donc, par exemple, si vous êtes en train de faire l'arbre généalogique de votre famille, c'est une activité physique faible, une activité cognitive intense. On est d'accord que c'est un bon travail. Probablement individuel, mais qui demande des interactions sociales. Donc, moi, je le mettrais peut-être en haut à droite. C'est bon, mais il faut de l'activité physique en plus. Fait que là, il faut que je trouve une autre activité à mettre dans l'autre case. Voyez-vous? Là, vous allez me dire, wow, OK, c'est pas du génie, là, c'est pas rocket science, ça, là. Bon, peut-être. Mais retournez voir ça dans 6 mois pour voir. Puis de le faire régulièrement, comme je fais avec mes placements. Je vais régulièrement voir, est-ce que ça va bien mes affaires? Est-ce que j'ai diversifié beaucoup mes activités? Et c'est pas juste une question d'âge, parce que même moi, si je fais ça, je vais me rendre compte que finalement, je fais beaucoup d'activités. Je fais peut-être pas l'ensemble de ces activités-là. Voyez-vous? Donc, gardons en tête cette diversification des activités pour faire fructifier ma réserve cérébrale, qui est probablement la réserve la plus précieuse que j'ai pour vieillir en santé. Parmi les activités, je veux juste aussi noter un truc qui est assez à la mode.
Les activités combinées. On pense souvent d'activités dissociées. Je vous ai dit lire, faire de l'activité physique. Mais ce qui commence à être beaucoup à la mode et en recherche aussi, c'est d'étudier la combinaison de ces activités-là. On pense entre autres aux jeux physiques qui ont des composantes cognitives. Par exemple, la fameuse Wii de Nintendo il y a quelques années était ce qu'on appelle dans notre jargon une exergame, un jeu d'exercice, exergame. Alors, il y a un jeu, mais il y a une activité mentale là-dedans également. Ici, c'est un exemple d'une étude européenne qui a été publiée où on a montré que pour certaines fonctions cognitives, cette activité-là ici était supérieure. Donc, les gens font des exercices sous plateforme de force, comme une danse, et doivent répondre à des stimulations cognitives en même temps. C'était plus efficace que seulement marcher ou que de faire des activités de contrôle moteur banales qui montrent moins de stimulation intellectuelle. On pense aussi à la danse, par exemple. Il y a des études de plus en plus qui vont étudier la danse comme une façon de combiner l'exercice physique et l'exercice cognitif. Donc ça, c'est les nouvelles tendances, c'est le futur, c'est là où la recherche s'en va présentement pour voir si c'est une façon de stimuler le cerveau. Et retenez une chose, une chose que trop longtemps on a laissée derrière nous. Moi, quand j'étais sur les bancs d'école, j'allais vous dire, ça ne fait pas si longtemps, mais Frédéric a vendu le punch, ça fait quand même un bout de temps. On avait encore des profs de neurologie qui nous disaient que le cerveau que le système nerveux arrêtait de se développer à l'âge adulte. Et là, aujourd'hui, on ne se cache pas la tête dans le sable. On n'est pas en train de dire que tout le potentiel est maintenu toute la vie. Mais il y a beaucoup de potentiel d'adaptabilité, beaucoup de potentiel d'adaptation et de compensation. Et ça nous rappelle que le cerveau n'arrête jamais de se développer. C'est sa plus grande force, c'est de s'adapter à tous les défis. Et il le fait dès qu'on était enfant, dès qu'on était embryon, puis il va continuer à s'adapter aux défis qu'on lui impose toute notre vie. Et pour s'imposer ces défis-là, retenez cette phrase, gardez-la en tête pour ne pas limiter vos activités physiques. Quel âge auriez-vous si vous ne connaissiez pas votre âge? Plutôt que de me dire, cette activité-là, ce n'est pas pour mon âge, je dois me poser comme question, est-ce que j'ai le goût de la faire? Est-ce que je suis capable de la faire? Les autres s'occuperont de vous juger. Là-dessus, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis disponible pour des questions si vous avez des questions.